Est-ce que c'est l'intro que je fais après 2 mois de disparition sur YouTube? Oui. Ah. Bon, mais bienvenue tout le monde sur ma chaîne, je suis content de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ici. Je suis beaucoup actif sur TikTok ces temps-ci, mais ici, ça fait plaisir. J'ai un nouveau bureau, hein, je vous montre vite fait, donc voilà, donc c'est tout. Donc aujourd'hui on va attaquer une théorie très spéciale. C'est une des plus grandes théories qui a jamais vu le jour en termes de cinéma. On va parler de la théorie Pixar. La théorie en fait qui relie tous les films de Pixar et qui fait en sorte que ces films se déroulent tous dans le même univers. Cette théorie a vu le jour en premier sur Reddit, de par un utilisateur qui s'appelle John Negroni. Cette théorie était énormément popularisée aujourd'hui. John, il est populaire, il a son site web, il a sorti un livre sur Pixar et je pense qu'il y en avait un deuxième en préparation. Ce mec est un boss, ce mec connaît son sujet et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir cette théorie ensemble. Donc alors cette énorme théorie se divise en 3 grandes époques. Donc on va commencer par le début, donc la période ancestrale. Cette période ancestrale est composée de 2 films. Je vous les fais afficher ici. C'est le film de Rebelle qui va nous intéresser. Donc selon le théoricien, est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. C'est le seul film de Pixar qui explique pourquoi est-ce que les animaux parfois dans les films Pixar se comportent comme des humains. Merida découvre qu'il y a des portes magiques, des portes qui peuvent résoudre ses problèmes, mais par inadvertance, elle transforme sa mère en ours. Donc c'est pas une grosse résolution de problème jusqu'à présent. Et au fur et à mesure du film, nous constatons que cette magie vient en fait d'une vieille sorcière. Et cette vieille sorcière est reliée au feu follet qu'on voit tout le film. Vous savez, les petites flammes bleues là. Non seulement dans ce film on voit des animaux qui se comportent comme des humains, mais on voit aussi des objets animés qui ont des traits humains, dans la boutique de la sorcière par exemple. Nous pouvons aussi observer dans le film que chaque fois que la vieille sorcière traverse une porte, elle peut disparaître. Mais ça, on va y revenir plus tard. Vous avez qu'à rester pour le voir. Je gratte des vues, allez. Et malheureusement, le voyage d'Arlo n'a pas grand rôle à jouer dans cette théorie, mais il en fait partie quand même. Donc là, on arrive des siècles plus tard. Et des siècles plus tard, les animaux qui ont été expérimentés par la vieille sorcière se seraient tous donc reproduits. Et tous les croisements auraient fait que petit à petit, au fur et à mesure des années, les animaux seraient tous devenus de façon quotidienne intelligents. Ils se seraient personnifiés avec le temps. Donc des siècles plus tard, malheureusement, la vie n'est pas tout rose dans l'univers de Pixar. Il y a une guerre totale qui est déclarée entre les animaux, les humains et l'intelligence artificielle. On va commencer ici à regarder qu'est-ce qui a causé la guerre du côté des animaux. Donc là voilà, ce qui a causé la guerre avec les animaux, je vous l'affiche ici. Dans Ratatouille, c'est très simple, c'est l'histoire d'une souris qui a des traits humains donc et qui est passionnée de cuisine. Et donc elle va se lier d'amitié avec un cuistot humain et ils vont faire de la cuisine ensemble. Voilà, très résumé. Mais dans ce film, il y a un méchant, le chef Skinner, ok, le beau gosse absolu, ok, il est très beau, sortez avec. À la fin du film, le chef Skinner disparaît, en sachant que Ratatouille et donc les animaux ont des capacités humaines. Où va-t-il? Que devient-il? A-t-il trouvé chaussure à son pied? Nous allons voir ça plus tard. Donc selon la théorie, le chef Skinner aurait raconté sur tous les toits ce que les animaux étaient capables de faire. Et maintenant, on passe au film Là-haut. Donc dans Là-haut, il y a le personnage méchant qui s'appelle Charles Muntz. Et ce Charles Muntz a justement entendu parler de la rumeur du chef Skinner et aurait donc décidé de mettre au point un collier qui va permettre à ces chiens d'exprimer leurs émotions et que les humains puissent les comprendre. Et ces colliers ont indiqué à Muntz que les animaux sont beaucoup plus près des humains qu'ils le pensent. Et donc ensuite, Doug et le reste des expériences de Muntz ont été libérés suite à sa disparition. On sait pas trop ce qui peut se passer avec cette information, mais ce qu'on sait c'est que l'animosité entre les humains et les animaux ne fait que croître, parce que maintenant les humains sont au courant des capacités des animaux. Et qu'est-ce qu'un humain fait quand il pense que quelqu'un est aussi intelligent que lui? Il le défonce. Là maintenant on est dans le monde de Nemo. En gros le monde de Nemo raconte une histoire sur un poisson qui se fait enlever par des humains. Et donc il y a plein de poissons qui vont aller sauver le poisson.
À partir de ce moment-là, la ligne est carrément franchie. Les humains commencent constamment à antagoniser les animaux et les animaux commencent à se révolter. Donc en conclusion, pourquoi les humains et les animaux sont en mauvais termes? À cause de la vieille sorcière qui jetait des sorts sur les animaux et tout. Les animaux, au fil des siècles, sont devenus de plus en plus intelligents. Et les humains, qui s'en sont rendus compte, n'ont pas forcément accepté ça et ont essayé d'antagoniser les animaux à chaque situation. Et les animaux, au bout d'un moment, en ont eu marre. Vous vous dites, mais pourquoi les machines ont un problème avec les êtres humains? Attendez 2 secondes. Donc là, on va passer au film Toy Story. Les jouets ne sont pas des machines à proprement parler, donc pourquoi les jouets seraient en vie? Eh bien, il y a une explication, parce que dans le film The Incredibles, Syndrome explique à Monsieur Indestructible que ces lasers sont alimentés par l'énergie zéro. C'est une énergie électromagnétique qui existe dans le vide. Donc ce serait une explication de où les jouets puisent leur énergie pour être vivants. Est-ce que vous me suivez encore? Parce que moi, je ne me suis plus, d'accord? En gros, le pitch de Toy Story, c'est que les humains utilisent des objets et les traitent pas très bien, les traitent un peu en esclaves, ils les jettent, ils les maltraitent en gros, et les jouets en ont marre, ok? Les jouets tapent du poing sur la table, ils disent « Eh, tu te calmes, j'ai un serpent dans ma botte. Il peut te mordre, le bâtard. » Donc là, déjà, on voit beaucoup d'indices qui fait que les jouets n'aiment pas les humains, comme par exemple le traitement qu'ils font à Sid dans le premier épisode. Sinon, Jessie qui en veut à son ancienne propriétaire de l'avoir abandonné, ou Lotso dans le 3 qui déteste tout être humain. Voilà, donc en gros, les jouets qui représentent les machines ne sont pas du tout satisfaits de l'égalité qu'ils ont vis-à-vis des humains. Et ce serait donc la raison pourquoi les objets et les machines voudraient prendre la relève. Donc là maintenant, on arrive dans les années 2000, les super-humains n'existent plus, donc l'homme est vulnérable. Et les animaux veulent un peu changer ça à la manière de la planète des singes, mais personne ne voit ça arriver. Mais comment les machines font? Les machines n'utilisent pas la force. Alors comment l'intelligence artificielle fait-elle pour se combattre de son côté? Ici on va parler de la société Boy and Large, ok, BNL. Cette société, on la voit dans énormément de films Pixar, mais je suis sûr que vous l'avez quasiment pas vue. On la voit dans Wall-E, on la voit dans Lao, on la voit dans Toy Story, on la voit dans Nemo. Mais qu'est-ce que c'est cette entreprise, Arthur, me diriez-vous? Eh ben, je vais vous le dire. En gros, Boy and Large, c'est une société anonyme qui n'a littéralement aucun visage, on voit aucun humain la contrôler ni rien. C'est une société qui serait contrôlée par l'intelligence artificielle depuis les années 60, donc depuis après les événements des Indestructibles. Donc Boy and Large, c'est quoi? Ben Boy and Large, c'est une grosse société qui en fait est responsable de la pollution et d'avoir arrêté la vie sur Terre. C'est aussi une société qui a repris les gouvernements mondiaux, c'est une société en fait qui a réalisé une domination mondiale. Et c'est aussi la société qui a créé Wall-E. Wall-E il est cool, hein. Au moins ça c'est un bon truc qu'ils ont fait, Wall-E il est gentil. Et cette société serait donc contrôlée par l'intelligence artificielle qui se battrait de cette façon, au contrario des animaux qui utilisent la force, l'intelligence artificielle utilise l'intelligence. Et donc cette société aurait vu le jour en 60, dans les années 60, après que le Omnidroid n'ait pas réussi à vaincre les Indestructibles. Dans tous les films Toy Story, il est clairement évident que tous les objets s'appuient sur les êtres humains. Les objets sont dépendants des êtres humains, les êtres humains fournissent l'énergie pour les objets. Quelle est la meilleure façon pour les machines de réinverser la tendance? Eh bien, c'était de créer la société Boy and Large. Donc la société Boy and Large, ce qu'elle fait, c'est qu'elle contrôle les humains en leur offrant des services qu'ils ont tous besoin, ce qui va conduire donc à une révolution industrielle qui elle-même va finalement conduire à de la pollution. Et quand les animaux vont se soulever contre les êtres humains pour les empêcher de polluer la Terre, qui va les sauver? Les machines. Et on sait que les machines gagnent la guerre, parce qu'après la guerre, il ne reste plus aucun être vivant sur Terre. Mais alors, il reste qui? Flash McQueen et compagnie sont sur Terre. Et du fait de l'accroissement de la population des machines, les êtres humains n'ont pas d'autre choix que de quitter la Terre et d'aller sur Axiom. Axiom contrôlé par Boy and Large. Cet acte était composé d'un ultime effort pour sauver la race humaine. Et sur Axiom, les êtres humains n'ont aucun but, ils n'ont rien à faire, ils sont dépendants des machines. Les machines leur offrent tout ce qu'ils veulent, leur offrent de la bouffe, de l'éducation. Les machines ont finalement réussi à réinverser la tendance et les humains sont devenus les jouets des machines.
Mais me diriez-vous pourquoi les machines ne se sont pas débarrassées des êtres humains? Eh bien la réponse est simple, les machines ont tout de même besoin des êtres humains. Parce que les êtres humains sont la source d'énergie principale des machines. Et justement dans WALL-E, la société By & Large vise à rapatrier les humains sur Terre dès que la Terre sera à nouveau vivable. Mais lorsqu'ils arrivent sur Terre, les machines ont disparu. Il ne restait que le poteau WALL-E. Et me diriez-vous pourquoi WALL-E était le seul survivant? Eh bien, j'ai une explication à ça. Donc, on sait que le film WALL-E commence 800 ans après que les êtres humains sont partis de la planète. Et John pense que la fascination de WALL-E pour la culture humaine et son amitié qu'il a développée avec un cafard aurait énormément joué dans sa survie et dans son espoir. En gros, WALL-E se rappelait du temps où les humains, les machines et les animaux vivaient en paix et qu'il était épanoui là-dedans. C'est pour ça qu'il aurait beaucoup aidé les humains et qu'il avait l'espoir, tout le film, que tout redevienne bien. Qu'est-ce qu'il est beau gosse, WALL-E. Presque plus que Chef Skinner. Donc après que WALL-E ait libéré les humains et que les humains reconstruisent la société, qu'est-ce qu'il a bien pu se passer ensuite? Eh bien pendant le générique de fin de WALL-E, on voit la plante dans la botte qu'ils ont plantée devenir de plus en plus grosse et prend la forme d'un arbre. Un arbre qui ressemble étrangement à l'arbre dans 1001 pattes. Donc oui, la plante dans WALL-E serait l'arbre dans 1001 pattes. Et la raison pour laquelle aucun être humain n'apparaît dans ce film, c'est parce qu'il n'en reste plus. Reconstruire la société, c'était pas un gros succès, hein, visiblement. Et pourquoi est-ce qu'il y a que des insectes? Parce que comme on l'a vu dans WALL-E, avec le cafard en vie, on dirait que les insectes ont une capacité à s'adapter un peu plus vite, donc les insectes seraient à ce moment-là les seuls êtres vivants. Donc le film 1001 pattes se passerait dans un futur encore plus lointain. Parce que dans les films Pixar, hormis dans les Cars, il n'y a jamais eu un film où aucun être humain n'apparaissait à part 1001 pattes. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Les années passent et les animaux, les humains, les machines vivent en harmonie et se développent. Ils se développent au point où une nouvelle espèce naît. Et cette espèce, vous l'avez peut-être deviné, c'est les monstres. La civilisation des monstres dans Monster Inc. serait en fait hyperbement avancée dans le futur de la chronologie Pixar. Dans Monstres et compagnie, une crise énergétique a lieu. Pourquoi une crise énergétique a lieu? Parce qu'il n'y a pas d'humains dans Monstres et compagnie. Et les humains, comme je l'ai souvent dit, sont la ressource principale dans cet univers. C'est pourquoi les animaux doivent utiliser la magie des portes pour pouvoir retourner dans le temps et aller voir des animaux de façon à les faire rire pour qu'ils apportent de l'énergie dans leur monde. Donc à la fin, les humains, les animaux et les machines ont finalement trouvé un moyen de vivre en harmonie. Et puis il y a Boo. Alors qu'est-ce qui se passe avec Boo? Boo serait devenue obsédée pour retrouver Sully. Mais elle s'est souvenue de quelque chose. Sully sortait de son placard par la porte. Donc Boo, ça lui a pas pris trop longtemps, elle a fait un genre de lien avec les portes. Boo aurait passé sa vie à comprendre les portes et à développer la magie pour pouvoir retrouver Sully. Boo, au fur et à mesure des années, aurait réussi à trouver la magie des portes, mais ne serait que réussi à retourner dans le passé. Dans un passé pas si lointain, dans un certain royaume en Écosse, pour devenir la vieille sorcière dans Rebelle. Et oui, selon cette théorie, Boo et la vieille sorcière de Rebelle sont la même personne, ce qui créerait une boucle parfaite. La boucle est bouclée. Mais ce qui est beau, c'est que l'amour de Boo envers Sully serait donc l'élément déclencheur de tout cet univers fantastique que Pixar nous offre depuis des années. Et c'est beau. Donc voilà, c'était la théorie Pixar dans les grandes lignes. Il y a énormément de sous-arguments qui existent pour lier tous les films tous ensemble, mais là j'ai préféré vraiment prendre la grosse histoire de base qui est quand même assez longue. Mais si vous voulez d'autres théories, j'en ai quelques-unes pour vous qui puissent lier les films. Déjà dans le nouveau film Onward qui est sorti en 2020, qui montre un peu des genres de pseudo-monstres humains avec de la magie. Ce film se déroulerait selon John entre 1001 pattes et Monstres et compagnie. Ce serait un genre pendant l'évolution des bêtes pour devenir des monstres. Sinon il y a une théorie qui dit que 22 dans Soul serait en fait Riley dans Sans Dessus Dessous. Sinon il y a énormément aussi d'easter eggs qui existent pour corréler tous les films ensemble. Dans chaque film Pixar, on voit le camion Pizza Planet, on voit aussi le petit ballon avec une étoile. Il y a tout pour lier tous ces films ensemble. Mais c'est vrai que c'est tiré par les cheveux, hein. On va pas se mentir.
Donc ici, on n'est pas ici pour dire est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas. Moi, j'ai juste fait cette vidéo pour montrer à quel point cette théorie est travaillée. John a dû travailler des heures, il a sorti un livre, il a un site web complètement dédié à l'univers Pixar. C'est beau. Cette théorie est faite pour s'amuser, pour avoir de l'imagination et pour essayer de faire des connexions avec des films qu'on aime. Donc si vous êtes rageux, vous dites oh non, les théories ça n'existe pas et tout, n'oubliez pas que c'est seulement pour s'amuser, on essaye tous de faire travailler notre imagination en même temps. J'ai pas dit tous les petits détails et tout, mais si vous êtes vraiment intéressé à savoir tous les détails, je vous mets le lien de son site web dans la description de la vidéo. Eh bien merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, ça fait du bien d'être revenu sur YouTube. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à aller voir tous mes réseaux sociaux, je vous laisse ça dans la description. Et puis on se revoit bientôt parce que je suis de retour.